Bonsoir. Merci de votre patience pour ce petit intermède. Qu'est-ce qui me reste après, Tony? C'est rigoureux, c'est complet. Moi, c'est clair. Voilà. Non, mais je veux dire, ça c'est autosuffisant, quasiment. Donc, moi, ce que je peux rajouter, c'est peut-être des choses plus subjectives. D'abord, il y a une différence entre Tony et moi, c'est que moi, je suis en Chine depuis longtemps, donc je suis contaminé. Et je suis plus dans le flou, l'imprécis, le ressenti, et peut-être moins dans l'expression strictement rigoureuse à l'occidental. Bien que formé là-dedans, voilà, j'ai été contaminé. Pour les Occidentaux, moi, ce que je donnerais, c'est plutôt un patchwork. Patchwork ne veut pas dire désordonné, il y a quand même un ordre, mais on ne le devine pas très bien. Alors que ce que j'espère plus faire, plutôt qu'un patchwork à l'occidental, c'est sans doute faire beaucoup de vide, su, comme disent les Chinois, ou liu bai, laisser du blanc, mais ce blanc permet quand même de reconstituer un paysage cohérent. Voilà, donc ne m'en veuillez pas des incohérences apparentes de la présentation elle-même. Elle est faite délibérément pour vous donner un feeling qui reconstitue, avec lequel vous reconstituez vous-même une politique, bref, vous verrez. J'ai triché parce que ce tableau est japonais, en fait, 18e siècle. mais c'est inspiré quand même de l'art chinois. Alors, de mon point de vue, ce que l'on peut dire du nucléaire, ce que l'on en voit en tout cas, c'est beaucoup de succès médiatique. En Chine, à l'extérieur de la Chine. Peut-être pas suffisamment à l'extérieur de la Chine, autant qu'en Chine même, mais quand même. Il y a beaucoup on en parle beaucoup. On en parle sur les chaînes de télévision, on en parle dans les articles, on en parle, et même les choses grand public. Les gens sont au courant, au fait du développement du nucléaire. On leur présente des trucs qui sont complètement techniques, technologiques. Là, c'est des modèles de réacteurs, peu importe qu'ils sont. On en est très fiers. On leur présente en effet les succès, comme a parlé Tony, de l'enfouissement des déchets nucléaires là-bas dans le Gansu, dans le désert. La province du Gansu dit elle-même, le gouverneur de la province du Gansu dit « Mais moi, je veux une centrale nucléaire ». C'est loin là-bas, il y a le désert, il n'y a personne d'ailleurs. Mais bon, tout le monde en veut. Toutes les provinces demandent à avoir leur centrale nucléaire à cause de cette popularité globale de l'énergie nucléaire en Chine. Alors on parle de l'avenir, de la fusion, Tony l'a évoqué, on dit « Ah oui, on va faire des lois », là c'est un texte, la loi sur le nucléaire en Chine. On insère la Chine dans tous les programmes verts, écolo, la taxonomie comme on fait à l'occidental. On copie un peu ce qu'il y a en Occident tout en vantant les mérites évidemment de l'autonomie chinoise, du réacteur chinois, de l'indépendance industrielle chinoise. Et ceci dit, tout le monde... Là, c'est un exemple le réacteur qui a été cité aussi à haute température, qui est dans le Shandong, là, et qui est vanté comme une nouvelle technologie formidable. En fait, pour être franc et honnête, cette technologie a été inventée en 62 en Allemagne, 1962, mais elle avait été laissée tomber, laissée en friche, et elle a été reprise par l'université de Tsinghua à Pékin, puis développée par des industriels chinois. Mais à l'étranger, on s'en rend compte. Là, c'est un article du Wall Street Journal, juste il y a une année, et disant, voilà, l'énergie atomique est ici de rechef, et c'est la Chine qui a l'avantage. Je traduis vaguement l'anglais, là. C'est la Chine qui est en avant là-dessus. Donc, à partir de l'année dernière, c'est vraiment à partir de ce moment-là seulement, il y a un an, qu'en Occident, on a commencé à se réveiller de cette ampleur chinoise. Moi, je ne donnerai pas de nom, mais je me souviens, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 4 ans, d'avoir participé à des conférences sur le nucléaire chinois avec des représentants des autorités de sûreté françaises et pas seulement françaises, et qui me donnaient du coude en me disant « Mais c'est pas vrai, ils font pas ce programme.
c'est pas crédible. Et donc, voilà, il y a ce succès visible, médiatique. C'est pas à moi de décrypter ce qu'il y a derrière, c'est un succès, une prétention qui va jusqu'à la Lune. Il y a des programmes lunaires chinois. Vous savez que la Chine va sur la Lune depuis 2013, je crois, et elle a eu 6 programmes successifs d'envoi de fusées longue marche, là, et de programmes qui sont les programmes Chang'e, de la déesse de la Lune. Alors, ces programmes impliquent... ils prennent à chaque fois, ils vont prendre des... Ils ont pris encore, là, au mois de septembre, 1 kilo, 2 kilos, 2 kilos de terre lunaire ramenés sur Terre. Ils avaient fait ça déjà auparavant. C'est le programme, le 6e programme. Ils avaient fait ça déjà pour les 4 précédents, en tout cas. Et donc, ils ramènent quelques kilos et ils le font avec tout un système compliqué où, bien sûr, il y a une fusée qui envoie un module. Le module débarque un petit rover. Le rover, j'ai là le dernier rover, il s'appelle... Celui d'avant s'appelait le lapin de jade, parce qu'il y a un lapin en jade qui vit dans la Lune. Celui-ci s'appelle le Tinchan, le crapaud à 3 pieds, qui n'est pas un vrai crapaud. Là, il est assez petit. Je crois qu'il fait 10 kilos peut-être, quelque chose comme ça. Et il circule quand même un peu. Et il circule comment? Il circule à l'énergie nucléaire. Une énergie spécifique qui consiste à... On utilise du plutonium-238. Pourquoi? Parce qu'il a une demi-vie de 88 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, très longue, suffisamment longue pour toutes les explorations. Et puis, cet élément radioactif, ce radioisotope, en fait, émet de la chaleur. Cette chaleur est convertie en électricité, ce qui est suffisant pour alimenter un petit machin comme ça. Mais l'avenir que voit la Chine, c'est avoir une base entière sur la Lune, faite en collaboration avec les Russes. Ils pensent la mettre en place à partir de 2028. Aujourd'hui, ce moteur, semi-moteur nucléaire est fait par les Russes. Il est fourni par les Russes aux Chinois pour alimenter ces petits revers. À l'avenir, les Chinois eux-mêmes vont développer un moteur qui ne sera plus simplement un moteur thermoélectrique, donnant un petit peu d'électricité pour manœuvrer sur 300 mètres, mais qui sera un truc qui pourra en fait éjecter de l'hydrogène et faire une mobilité, une véritable mobilité spatiale en tout cas, pour éventuellement envisager d'aller sur Mars. Et personne ne peut envisager d'aller sur Mars sans moteur nucléaire. Parce que ce serait trop long, et la distance, le temps entre la Terre et Mars, 2 ans pour y aller, 2 ans pour revenir, irradierait les gens qui sont à l'intérieur. Donc, la lutte contre les radiations cosmiques, c'est la radiation nucléaire, d'un moteur nucléaire. Voilà. Alors, cependant, voyons le contexte dans le monde, autour de l'imaginaire positif chinois. Alors, il y a des gens qui disent ça, hein. Moi, Tony m'a dit, mais non, tu ne peux pas mettre ça. J'ai dit non, c'est pas ce qu'on défend, ce sont les ennemis du nucléaire, ils prétendent, voilà, regardez, le nucléaire ne fait plus rêver, c'est fini, c'est pourtant assez récent ça, et ils disent, regardez, maintenant le nucléaire décroît, il ne représente plus que 9% de l'électricité fournie, autrefois c'était beaucoup plus en 96, sans dire que le 17% était moins que le 9%, puisque l'électricité a cru depuis, mais bon, c'est présenté de façon négative comme ça. Bon, voilà, il y a des gens qui font comme ça, mais cette disposition négative, et cette slide n'est faite que pour la présenter comme ça en introduction, elle est compensée depuis un an aussi à peu près, par tout d'un coup une espèce d'enthousiasme, une positivité occidentale vis-à-vis du nucléaire extrêmement nouvelle. Alors surtout à cause et autour de la COP, et en particulier là aux Émirats arabes unis pour la COP 28, il y a eu une déclaration de plusieurs pays disant « nous allons tripler l'énergie nucléaire d'ici 2050 ». Alors, ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais voilà, pour achever un net zéro d'émissions de carbone grâce au nucléaire. Évidemment, ce qu'on revoit là, il y a des tas de gens très, très, très honorables, mais il n'y a pas de Chinois. Il y a des pays que j'ai mis là,
il y a plein de pays hyper importants, dont les derniers, le mois dernier, que dis-je, il y a 10 jours, qui se sont joints. Et ce qui sont ces pays-là, le Kosovo par exemple, que les Chinois ne considèrent pas comme un pays, ceci dit, mais bon. Et, mais ces gens-là, voilà, ils sont sans la Chine. Ils veulent tripler le nucléaire dans le monde d'ici 2050, alors que les Chinois, d'ici 2050, auront multiplié par 5 leur nucléaire, peut-être par 6, peut-être par 7. On imagine. Et pendant ce temps-là, nous, on veut tripler le nucléaire, bien sûr, mais si on regarde au niveau de l'Union européenne, ce triplement de notre soi-disant nucléaire ne nous fait en réalité évoluer que de 100 réacteurs à 150 réacteurs si on prend 1 gigawatt par réacteur. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qu'on retire en même temps qu'il y en a des nouveaux qu'on rajoute. Donc ce triplement, où va-t-il se faire avec tous ces braves gens? Et les Chinois, ils sont là. Alors je vous laisse, je suis dans le flou, là, le blanc de mon tableau japonais. Je vous laisse imaginer là-dessus. Mais voilà, c'est un fait. Les Chinois ne sont pas participants de ces déclaratifs sur le nucléaire. Ils sont à l'intérieur de la Chine extrêmement enthousiastes, à l'extérieur, modestes. Il y a même là récemment, ça date 23 septembre 2024, donc c'est hier, les banques aussi se sont mises dans le coup. Ah oui, 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 nous aussi, on va y venir. Après tout, bah oui, on s'est rendu compte qu'en Occident, sans la participation des banques, rien du tout. On ne peut rien financer, rien construire. Donc voilà, c'est une autre paire de braves gens. Rothschild, Société Générale, Crédit Agricole, des gens que vous connaissez, BNP Paribas, et rien de chinois. Et l'AIEA qui rappelle, l'investissement annuel devra plus que doubler d'ici 2030 à 100 milliards de dollars par an. Et la Chine n'y est pas. Alors, il y a d'autres gens qui rendent positif la perception du nucléaire. Il y a très récemment, ça date d'octobre, le mois dernier, là, oui, c'est ça, Amazon, Google, Microsoft, il y en a d'autres, il y a Oracle aussi, etc., qui se sont commis à dire qu'ils allaient faire des tas de projets avec des SMR, des petits réacteurs, pas si petits que ça d'ailleurs, parce qu'en fait, ils veulent faire ici là, du 150 MW, en tout cas pour Google. Ils veulent se lancer dans des grands projets Amazon, etc., en Californie. Et puis, Microsoft demande même le redémarrage de Three Mile Island. Three Mile Island, c'est le premier accident, 3 grands accidents nucléaires. Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, c'est le premier des grands accidents nucléaires. Et ils proposent de redémarrer, ce qui, c'est vrai, symboliquement, serait très important. Si ces 835 MW de Three Mile Island pouvaient redémarrer en 2028 pour fournir Microsoft qui s'est engagé à acheter l'électricité qui en vient. Il y a aussi une pression à la demande de tas de nouveaux pays qui sont intéressés par le nucléaire. Il y a tous les verts, là, plus ou moins gros, suivant leur degré de potentiel réel. Et il y a des pays interdits, là, ceux qui sont en guerre, plus ou moins. Et puis, voilà, il y en a beaucoup en Afrique, en Asie, en Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande. La Thaïlande est partenaire de la Chine dans un réacteur dans le sud du pays. La Chine démarche le Ghana, le Kenya. Il y a en effet toute une ébullition à travers le monde. Et c'est peut-être ces gens-là, finalement, puisque les Occidentaux, si j'ose dire, proposent de tripler le nucléaire, mais pas chez eux, c'est là qu'ils veulent le tripler. Donc quand on fait cette vantardise, triplons le nucléaire, ce qu'on veut dire, c'est piquons les parts de marché. Et piquons-les avec nos banques, avec la Morgane, machin, ce sera aussi bien, puisque les Chinois n'y seront pas. Les Chinois aussi, ils veulent ça. Tout le monde veut ça. Évidemment, personne ne pense on va prendre le nucléaire en Chine. Alors ça, c'est dommage, je ne peux pas le passer, parce que c'était sur le mien d'ordinateur, il y avait une petite vidéo hyper drôle, où on voit les ouvriers chinois qui font un certain nombre de danses devant leur réacteur nucléaire. Bon, ça fait rien, on verra tout à l'heure si on peut le passer autrement. Ah, ils ont bougé quand même.
Il n'y a pas le son, mais on les voit. Voilà. Ils n'hésitent pas à se moquer, vous avez vu? Il y a le squelette. Peu importe, il y a le squelette qui... voilà, j'adore ce truc. J'avais pris ça. Voilà, regardez ça. Faut oser quand même, hein. Et une super musique. Les enfants, voilà ce que c'est, voilà ce qu'est le nucléaire. Alors je dis pas que tout le monde pense comme ça, bien sûr. Là, c'est les employés des entreprises nucléaires qui font ça, bien sûr. Mais il y a quand même une facilité, de toute façon, à le présenter de façon enthousiaste et positive. Le masque et tout, peu importe, on est quand même, ça nous fait quand même rigoler. Voilà. Je crois que ça s'arrête là. Voilà, les expositions, il y a des gens, j'oserais dire, le Pékin moyen vient, visite, s'intéresse à des choses hyper incompréhensibles, pour être honnête. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Wow. Bon, mais enfin voilà, monsieur a l'air content, et ils sont des milliers comme ça. Enfin, c'est relativement partagé. Voilà. Alors, comparons la Chine au reste du monde. Voilà, vous avez là quelques chiffres. Évidemment, moi, ce qu'on me dit, par exemple, on me dit, ouais, mais là, parce que je dis, mais on ne parle pas assez de la Chine. Je trouve que j'ai fait dans les nouvelles que mon organisation, la World Nuclear Association, fait des nuclear news, des nouvelles nucléaires, avec tous les jours des nouvelles choses, etc. Et il n'y a que, j'ai compté, sur les 10 derniers mois, il n'y a que 8%, 9% qui concernent la Chine. Je dis, quand même. Alors je dis, mais voilà, la Chine, c'est 45% des nouveaux projets. Et on me dit, ouais, mais c'est que 13%. On me répond, oui, mais c'est que 13% de l'existant. Et on me dit, par exemple, la France, en expérience, on peut qualifier l'expérience française en nombre d'années réacteurs. C'est 2000, je ne sais pas combien, 2300 réacteurs an d'expérience. Et là, la Chine, c'est 10 fois moins, c'est 230, un truc comme ça. Donc, c'est ce qu'on me dit. On me dit, mais non, ils sont modestes. C'est vrai qu'ils sont modestes. Alors, je dis, enfin oui, mais quand même. Bon, c'est comme ça. Alors, on a un peu parlé des SMR avec Tony. Ils en font aussi, ils sont dans le coup. Moins que les autres, 11%. Ils y croient un peu. Ils font un pas en avant, un pas en arrière, puis 2 pas en avant. Ils y viendront. Ils sont les premiers, en tout cas, à en avoir construit un dans le sud, dans l'île de Hainan. Cependant, pour être franc, le building fait quand même 25 mètres de haut. Donc, quand on dit les gens, on va vous montrer un petit réacteur nucléaire qui se trouve devant, ça leur fait un peu... Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il n'est pas ailleurs? Donc maintenant, ils disent, oh là là, avant de faire visiter les gens, il faudrait qu'on réduise le package. Ils en sont là. Ils sont surtout, comme les Russes, à faire des réacteurs dits à neutrons rapides, qui sont les seuls capables de prendre le relais à 20 ans, 25 ans, des réacteurs standards, parce qu'ils consommeront beaucoup moins de... Aujourd'hui, la Chine, on le verra tout à l'heure, mais elle consomme 11 000 tonnes d'uranium par an. Elle va bientôt, en 2030, elle va en consommer le double, 20 000, presque le double, 20 000 tonnes par an. S'ils avaient 100 gigawatts de réacteurs à neutrons rapides, ils auraient besoin de 1000 tonnes par an seulement. Donc les 9 ans de réserve qu'ils ont aujourd'hui, bah, ça ferait 90 ans. Donc il n'y aurait plus de limite. Voilà. Alors l'âge de moyen des réacteurs, voilà, il est jeune, on l'a dit, les réacteurs sont jeunes, la Chine construit la moitié des nouveaux réacteurs et les technologies sont neuves. Alors, historiquement, l'histoire récente, hein, là, ils se sont arrêtés à un moment donné. C'est le nombre, c'est les réacteurs nouveaux décidés par an, autorisés par an. Alors voilà, il y en a eu beaucoup là, puis après ils se sont mis à les construire, mais à cesser de les autoriser. Puis après, il y a évidemment ici Fukushima, donc grosse panique. Là, quand même, il y en avait qui étaient dans le pipe, alors on s'est dit, bah ouais, ça faisait tellement longtemps qu'on insistait, donc il y avait des gens qui étaient depuis 2002 qui demandaient. Donc ils en ont autorisé 8, mais c'est pas pour ça qu'ils les ont construits tout de suite. On s'est mis vraiment ceux-là à les construire qu'à partir de 2017, après 2017.
Donc voilà, il y a eu cet impact effectivement de Fukushima, donc j'ai appelé ça un rythme assez erratique. Mais depuis 2019, les déclarations officielles, c'est allons-y. La Chine devrait construire 6 à 8 réacteurs par an jusqu'en 2035. C'est la parole officielle, ça. Et après 2035, 10 par an. Il y a des gens qui me disent aussi en Occident, mais nous, on a déjà fait ça. En Suède, en France, dans les années 80, on en a construit plus que les Chinois par an. Tony disait tout à l'heure, ça faisait un équivalent de 3 par an. Mais nous, on en a fait 5 par an. Mais sauf qu'on l'a fait sur 3 ans. 4 ans. En Suède, c'est pareil. Alors que là, les Chinois, qui proposent d'en faire 10 par an, enfin 8 par an maintenant, puis 10 par an après 2035, c'est jusqu'en 2050. Donc c'est phénoménal. C'est pas comparable. Ça ne s'est jamais vu. Alors, il y a des gens qui, évidemment, disent que, je vais passer assez vite là-dessus, qui disent que, surtout que c'est un certain monsieur Hips, un soi-disant expert dans le domaine, mais ils disent que l'énergie nucléaire ne pourrait marcher que si c'est qu'en cas d'exception, en cas d'intervention de l'État, et avec des subventions. Sinon, évidemment, si la Chine se soumet aux forces du marché, alors le nucléaire perdra son avantage et ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est l'opinion occidentale sur le nucléaire en Chine. Voilà, c'est trop cher, ça ne peut pas marcher, il n'y a que l'État qui peut y arriver. C'est ce qu'on dit pour tout. C'est ce qu'on dit pour les véhicules électriques, pour l'éolien, pour tout. La Chine ne marche que parce qu'il y a des subventions de l'État. Alors l'État, c'est quoi? C'est un espèce de truc secret qui a toujours de l'argent pour toujours fournir, toujours alimenter. Bon. J'aime bien, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'aime bien ramener ça parce que j'aime bien cette citation de 1932 par quelqu'un de hyper intelligent. Il n'y a pas la moindre indication qu'on pourra obtenir un jour ou l'autre de l'énergie nucléaire. Cela signifierait que l'atome pourrait être brisé à volonté. Qui a dit ça? Albert Einstein. Donc tout le monde peut se tromper dans les prédictions. En fait, en quoi la Chine diffère du reste du monde? Là, j'ai pris 3 citations occidentales qui reconnaissent eux-mêmes que l'énergie nucléaire relève des gouvernements, que la valeur de l'énergie n'est pas reflétée par le marché, alors que le gars d'avant, il disait qu'il faut que ce soit le marché qui décide, et que le coût ne reflète pas sa valeur. En fait, j'ai choisi, il n'y a pas que ça, mais 2 choses que l'Ouest n'a pas, c'est une demande en électricité croissante certaine, j'ai rajouté là, cet après-midi certaine, parce qu'avant, tout le monde dit que l'électricité va augmenter partout dans le monde. Mais en Chine, c'est une chose absolument certaine, puisqu'elle est aujourd'hui à environ à 5000 kWh par tête et par an, et elle devrait passer à 8000 kWh en 2040, alors que les US, qui sont très, très dépensiers en électricité, sont en une situation de décroissance. Et puis le deuxième point, c'est la stratégie à long terme. Mais ça, c'est des mots, stratégie. Il faut voir comment elle se fait, cette stratégie. Et alors, sur l'électricité, sur le premier point, l'électricité, bon, les gens, c'est au doigt mouillé, comme dirait Hollande. C'est Hollande ayant décidé qu'on réduirait le nucléaire à 50% en France. Oh, ben on a fait ça au doigt mouillé. Il y a des gens qui disent qu'on augmentera d'ici 2050 de 75%, de 50%, de nous-mêmes de 50%. On dit, l'AIEA dit peut-être 100%. Bref, doublé, pas doublé, en tout cas plus. Voilà. Tout le monde est d'accord quand même que l'électricité, le besoin d'électricité va augmenter dans le monde. Il y en a même qui disent, et c'est récent, 16 octobre, l'âge de l'électricité va suivre l'imminent pic des énergies fossiles. Bon, j'ai des doutes là-dessus, mais bref, on vante là aussi les mérites de l'âge de l'électricité, ce qui veut dire pour le nucléaire ici, une part de la Chine dans la croissance du nucléaire quand même reconnue comme étant considérable. Voilà. Ceci dit, les mêmes prédictions disent que malgré tout, les énergies fossiles représenteront gros progrès, passeront de 80% à 75%. Bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de croissance sans électricité, il n'y a pas d'électricité sans croissance. Là, j'ai refait le trajet des croissances diverses depuis 2000 jusqu'à maintenant de l'électricité et du produit intérieur brut en Chine. Eh bien, voilà, les deux sont absolument liés. Alors, la Chine, la croissance de la Chine baisse, mais cette croissance qui maintenant va plutôt tourner autour de 5% en moyenne, pardon, excusez-moi,
va plutôt tourner autour de 5% qu'autour de 10% au début, en 2002, mais c'était prévu. Moi, je connais des experts chinois qui l'ont communiqué il y a déjà 8 ans, qui disaient qu'on arriverait là maintenant à une époque où la croissance devrait atterrir à 6-5%. Mais ça fait la même chose, ça fera la même chose pour au moins la même chose pour l'électricité. Et 6-5% pendant là, 15 ans, enfin depuis 2020, là, ça fera en 2035 85 gigawatts de nucléaire. C'est de toute façon en dessous de ce qu'on a vu qui était prévu, puisqu'en 2035, il devra avoir 120 gigawatts de nucléaire, 120 réacteurs. Alors, il y a un autre besoin aussi considérable, ce sont les centres de données. Je vous ai montré tout à l'heure que les grands, là, Amazon, Google, avaient des plans déjà pour alimenter leurs centres de données en énergie nucléaire, mais c'est partout pareil. Il y a une croissance, surtout avec désormais l'intelligence artificielle, une croissance prévue des centres de données qui est effarante. En Chine, les centres de données, dit-on, pourraient augmenter des 2/3 sur les 5 prochaines années. Déjà l'année dernière, le secteur avait consommé cette quantité d'électricité, alors que le nucléaire avait produit 433 contre 267. C'est-à-dire que même quand le nucléaire croît, il n'arrive pas à rattraper la consommation des centres de données. Il y a quelque chose qu'il faut faire là. C'est soit arrêter les centres de données, soit multiplier les sources d'électricité encore beaucoup plus. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, les centres de données consomment 5% de l'électricité mondiale, ça c'est mondial en 2020, et ça pourrait monter jusqu'à ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps humain, donc c'est normal que les centres de données consomment 20% de l'énergie qu'on fabrique. Alors oui, long terme. Là, ne faites pas très attention à ça, c'est un peu... J'avais que ça sous la main. J'ai mis des prix comparatifs, le nucléaire en Chine, surtout pas tellement par rapport à l'éolien, surtout que ça a changé, ou le solaire, mais c'est quand même vrai, c'est le prix final vendu au client final. C'est relativement bas, c'est rentable, c'est faible, mais c'est surtout par rapport au nucléaire étranger, bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Et pourquoi c'est moins cher en Chine? Parce que les gens travaillent à 2 heures du matin? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est à cause des taux d'intérêt. Le coût du capital, le capital que l'on met dans un réacteur nucléaire compte pour un peu plus de 60% du coût du kilowattheure nucléaire. C'est-à-dire ce qu'on doit mettre au début pour construire, pour amener les équipements, pour tout ça. Ça, c'est le capital. Mais le capital lui-même, il a un coût. Il y a le coût financier du capital. C'est plus facile à dire en anglais, mais ça ne se traduit pas en français. Il y a capital cost et un cost of capital. C'est deux choses distinctes. Et le coût financier du capital, il dépend intégralement du taux d'intérêt que l'on a quand une entreprise veut construire un réacteur nucléaire. Elle doit prendre de l'argent à la banque et le payer avec des intérêts. Ce taux d'intérêt, s'il est de 10%, ce qui arrive certaines fois, ça fait un prix du mégawattheure à 97 $. S'il est de 1,4%, comme en Chine, ça fait 42 $ par mégawattheure. Donc, l'électricité nucléaire en Chine est moins chère parce que l'argent est moins cher. Et l'argent est moins cher parce que l'argent est garanti, le prêt d'argent est garanti par l'État, par des sociétés d'assurance de l'État qui garantissent les prêts donnés par les banques aux gens qui veulent construire. Donc, nous, on dit, ah oui, on va faire moins cher, ou bien les Chinois, ils donnent des avantages. Non, les Chinois, ils ne sont pas orientés sur le taux d'intérêt élevé pour avoir un rendement à 5 ans. Parce que l'État central est aligné sur les besoins généraux, globaux de la société, qui sont pour dans 20 ans. Et qu'ils ne sont moins soumis aux règles, ils sont soumis aux règles du marché. Le nucléaire est rentable en Chine. Le taux de rentabilité, le bénéfice net des entreprises nucléaires en Chine, c'est en gros de 7%. Donc ils gagnent de l'argent. Mais ils ne gagnent pas de l'argent vite. C'est ça la vraie différence. Voilà, alors à part ça, voilà, pour voir le nucléaire, ce que je vous disais, on me dit chez moi, ah ben ouais, mais c'est pas très important, le nucléaire, c'est que 5% de l'électricité en Chine. Les antinucléaires disent, après tout, 5%, on n'a qu'à le rayer carrément.
Et c'est pas grave, ça fera que 5%. On pourra le remplacer par autre chose. Et en fait, quand on regarde au niveau provincial, mais la province, c'est pas rien, on a des taux de proportion du nucléaire dans les provinces qui est beaucoup plus élevé que ce 5%. À Hainan, justement, l'île que j'ai citée, c'est quand même 9 millions d'habitants, ça fait 28%. Dans le Fujian, 39 millions d'habitants, 24%. Dans le Guangdong, 22%, plus que... En maison, je t'assure. Et ça, c'est plus qu'aux États-Unis, c'est plus qu'au Royaume-Uni. C'est moins qu'en France, où en France, on est à 70%, mais c'est quand même plus que dans beaucoup de pays. Moins qu'en Ukraine. En Ukraine, c'est 55%. Mais c'est quand même plus que dans la plupart des pays occidentaux. Et vous savez qu'en Chine, il y a une relative autonomie des provinces les unes par rapport aux autres. La preuve en est, c'est que quand il y a un réacteur nucléaire qui est là, au bord de la frontière, là, il est hors de question qu'il aille vendre son électricité à côté. Hein. Ils ne veulent pas. Bien, il y a des interconnexions et tout ça, mais il y a une espèce de mentalité locale, forte. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir ça pour ne pas penser que c'est pas très important. J'ai mis en comparaison l'éolien dans les régions concernées, là. L'éolien, il représente lui aussi, quelquefois beaucoup, mais il représente là-bas. Voilà. Pas contente. Et alors, maintenant, la question qui se pose, puisque c'était la question d'origine, quelles sont les limites à l'expansion de ce nucléaire chinois? Alors, il y a une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont assez de sites? Question très importante, parce que le choix d'un site, c'est difficile. Il ne faut pas qu'il y ait de tremblement de terre, il ne faut pas qu'il y ait ceci, il ne faut pas... Ah oui, d'accord. Merci. Il ne faut pas qu'il y ait... Ça marche? Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de tremblement de terre, il ne faut pas qu'il y ait d'inondation, il ne faut pas qu'il y ait ceci, il ne faut pas qu'il y ait cela. Donc, ça limite beaucoup. En fait, ils ont identifié déjà le nombre de sites où on pourrait implanter des réacteurs. Il y en a 31 sur la côte. Aujourd'hui, il n'y en a que 19 d'utilisés. Mais on peut en mettre 4 à 6 réacteurs par site, d'où les 163 réacteurs éventuels sur ces 31 sites côtiers. Mais ces 163 réacteurs, ça ne fait pas assez par rapport au projet qu'ils ont d'augmenter les capacités nucléaires du pays. Donc, il faut envisager d'en construire comme ici. Là, les points montrent les endroits projetés, qui étaient planifiés, hein, avant Fukushima, vous verrez. Et alors, du coup, si on en met partout, intérieur plus côte, on peut atteindre 400 gigawatts. Si on fait des réacteurs moyens, des réacteurs comme le modèle américain AP1000 ou comme le Hualong. Mais si on fait un réacteur plus puissant, à ce moment-là, on peut presque friser les 500 gigawatts qui étaient un projet de la Chine en 2050-2060. Et si donc la Chine veut avoir ce chiffre, alors elle n'a pas le choix. Elle a deux obligations. Une, de le faire à l'intérieur de terre. Les sites côtiers n'y suffiront pas. Deux, de faire des gros réacteurs. Alors peut-être qu'ils ne les feront pas, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ces 500 gigawatts, peut-être que 400 ça suffit, peut-être que même 350 ça suffit. Mais ça montre que la pression n'est pas à construire, Tony l'a sous-entendu un petit peu, mais elle n'est pas à construire des petits réacteurs. Mais au moins des comme ça. Voilà. Voilà, j'ai une citation d'un monsieur de l'association chinoise de l'industrie nucléaire qui dit « Ouais, il faut les faire régulièrement. Il y a plusieurs voies. » Là, je montre 3 sites où il était prévu de construire des centrales nucléaires, qui sont tous dans le bassin du fleuve Bleu, et qui ont tous été mis en pause depuis 2007 déjà. Le premier, en tout cas, celui-là, Pengze, il avait eu sa pré-autorisation en 2007. Et localement, les gens, ils ont un site. La province, elle est propriétaire de ce site. Et ce site, c'est écrit, il est dédié à produire de l'énergie. Mince alors, on ne peut toujours pas construire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plein de panneaux solaires sur le site de Pengze. Je n'ai pas mis une photo, il y a plein de panneaux solaires. Ça ne produit rien du tout. Ça produit, je ne sais pas, je crois que c'est 60 mégawatts. Ça produit les panneaux solaires de Pengze. Mais c'est rien par rapport aux 4000 mégawatts attendus. Bon, ils en font 60. Mais ça leur permet de dire officiellement « Ah, nous produisons de l'énergie. Nous méritons de rester comme un site réservé à la production d'énergie. » Ils attendent la confirmation d'une autorisation pour bazarder ces panneaux solaires et construire des réacteurs. 4. Voilà. Alors,
les soucis des Chinois, c'est aussi, comme ailleurs, le souci vert, n'est-ce pas? Là, il y a, c'est dans le sud de la Chine, on voit mieux ici. Là, c'est le Vietnam qui commence ici. Et là, il y a une espèce de presqu'île où il se trouve déjà, ici même, il faut être précis, il y a une centrale nucléaire détenue par CGN, la Compagnie du Sud. Et puis là, il y a un projet à cet endroit-là d'en faire un autre. Et ceux qui sont là, qui disposent déjà du site, qui ont les accointances avec la région, etc., ont fait des pieds et des mains pour empêcher celle-ci de se construire. Parce que de là à là, il n'y a que 30 km. Et ils ont invoqué pour ça le développement vert. Pourquoi? Parce que là, dans cet endroit-là, il y a un endroit touristique particulier, justement dans cette zone-là. Il y a des plages, il y a des espèces de calanques. Là, on le voit, c'est ici, voilà, c'est soi-disant. Et puis tout cet endroit-là est très touristique. Donc, ceux qui sont là ne manquent pas de toupet. Ils ont dit non, 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 on ne peut pas. Ils ont intervenu auprès de la province, gouvernement de la province, qui est revenu et qui a dit non, non, non. Et ils ont toujours réussi à mettre un haut là sur la construction de celle-ci. Mais c'est fini. Voilà, maintenant, parce que ceux-ci ont bien fait leur travail. Ils ont montré que c'était très écologique, finalement. Ils ont fait, là voilà, là c'est le projet, hein, c'est un dessin, mais elle sera comme ça sur le bout de cette presqu'île. Ils ont fait des études sur la diffusion des vents, des courants en cas de relâchement de produits radioactifs, etc. C'est un gros, j'ai vu le document, il est énorme, il a tout plein d'études. Ils ont fait des études avec des équations pas possibles sur les migrations des poissons bleus. Et ils ont tout pris en compte pour dire non, 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 l'opposition qui est faite par les autres là-bas, à 30 km, ça ne tient pas, notre truc est sérieux et on va le faire. Et effectivement, ils font partie récemment des sites approuvés cette année. Voilà, passons rapidement sur les réserves en uranium. La question, c'est est-ce que si on fait beaucoup de nucléaire, est-ce qu'on peut le faire par les ressources en uranium qu'il y a, soit nationalement, soit dans le monde? En fait, j'ai pris cet exemple, la production mondiale en térawattheure d'électricité, c'est ça actuellement. Si tout le monde faisait comme la France, bon, à ce moment-là, il faudrait d'abord construire 100 réacteurs par an jusqu'en 2050, ce qui est impossible, et on consommerait une quantité phénoménale. Là, c'est ce qui est consommé aujourd'hui, mais si on avait, c'est consommé aujourd'hui, c'est 68 000 tonnes par an. Mais si on faisait comme la France, si le monde entier faisait comme la France, l'ensemble des réserves d'uranium dans le monde seraient mangées en 13 ans. Si, alors il y a des réserves qu'on ne connaît pas, hein, parce que là c'est écrit les réserves accessibles si on dépense, si le coût de vente est $230 par kilo. Si on va à $260 par kilo, on en a un peu plus, etc. Donc on passerait effectivement, on ferait un super progrès, on passerait de 13 ans à 17. Et donc, quand même, c'est une limite qui n'est pas à la Chine, c'est une limite qui est au monde entier. Si on avait été plus modeste, au lieu de vouloir avoir l'ambition française, si dans le reste du monde, on voulait 25% du mix, alors on aurait 50 ans, en gros, de réserve d'uranium. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire, là. Soit changer de modèle, soit ne pas avoir ces ambitions. Alors, en Chine, qu'en est-il? En Chine, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'uranium? Oui, il y a de l'uranium. Il y a 2,8 petit pourcentage des réserves mondiales, un peu plus du pourcentage d'extraction, et il y a dans tous les... Alors, c'est une caractérisation des mines qui est différente. Vous voyez qu'il n'y a rien au Tibet, mais c'est parce que ça n'a pas été exploré. C'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais on n'a pas cherché. Et en tout cas, on en trouve pas mal dans toutes ces zones-là. C'est là que ça a commencé à se développer. Et puis maintenant, il y a des nouvelles mines, bien sûr, ici, en Mongolie en particulier, etc. Mais au début, c'était au centre de la Chine proprement dite. Et qu'est-ce qu'ils extraient? En 2022, ils ont extrait 1700 tonnes d'uranium, ce qui représente que 17% de ce dont ils ont besoin. Donc, il faut que les 83% qui manquent, il faut qu'ils les trouvent ailleurs. Et cependant, pour ce qui est des ressources proprement dites, la Chine est quand même, là c'est la liste des mines, hein, vous en fichez un peu, mais on ne sait pas trop bien, peut-être 245 000 tonnes, peut-être 400 000 tonnes. En tout cas, si on arrivait jusqu'à ce que pensent les rêveurs, un chiffre pareil, la Chine aurait 60 ans d'opération pour 200 gigawatts.
Mais si jamais elle veut vraiment monter en puissance, elle devra importer 60% de son uranium. Et bien, comment elle le fait? Ben, elle le fait, justement. Il y a des mines chinoises en dehors de Chine. Là, j'ai pris que 2 exemples. C'est en Namibie. Il y a une mine qui s'appelle Usab, qui est détenue par CGN et qui extrait cette quantité. C'est la plus grosse, c'est la 2e plus grosse dans le monde, mais elle est détenue par des Chinois en Namibie. Et elle extrait plus de 3000 tonnes d'uranium par an. Puis il y en a une autre, détenue par le concurrent, en Namibie aussi, et qui extrait ça. Donc à L2, ces 2 mines-là font déjà plus de 3 fois ce qui se fait dans toute la Chine. Mais il n'y a pas que celle-ci. Les Chinois sont aussi partenaires de mines ailleurs, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Mongolie, ils vont le faire. Et puis ils achètent de l'uranium, ils en achètent au Canada, voilà. Et au Kazakhstan aussi, et en Russie. Donc, grâce à ça, ils arrivent à tenir le coup. Ils ont des réserves de toute façon. Il ne faut pas croire qu'acheter de l'uranium à l'extérieur, c'est une dépendance, comme on dirait, du gaz ou du pétrole. Parce que les réserves de pétrole, c'est quoi? C'est moins de 6 mois en Chine. Alors que les réserves d'uranium, c'est 9 ans. Ils ont 9 ans d'uranium déjà là. Quand bien même ils n'achèteraient plus rien, quand bien même ils n'extrairaient plus rien, ils peuvent encore vivre 9 ans. Donc ils ne sont pas soumis à des aléas politiques, de restrictions, de machin, soumis un peu, mais à plus moyen terme. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a une solution finale, si j'ose dire, qui est prendre l'uranium, ils font des recherches là-dessus, dans la mer. En fait, avec des nouveaux matériaux, là j'ai mis les matériaux, ils sont très rigolos, ces matériaux, mais on arrive avec des couches de différents matériaux mélangés, on arrive à extraire à partir de l'eau de mer de l'uranium. Et les réserves à ce moment-là seraient de 1000 fois les réserves terrestres. Donc, au lieu de 15 ans, bah, ça nous ferait 15 000 ans de réserve. Donc, c'est pour que vous n'ayez pas peur, voilà. Maintenant, passons à un autre type de limite. Que pensent les Chinois ordinaires du nucléaire en Chine? À Fukushima, c'était le 11 mars, mais quelques jours plus tard, il y a eu une vague de vol de sel dans les magasins dans le sud de la Chine seulement. Mais les prix du sel ont été multipliés par 20, puis on a fait intervenir des spécialistes, des experts, comme chez nous, sur les plateaux de télé, hein, pareil. Et 2 jours plus tard, ça s'était calmé. Donc les Chinois sont sensibles aux événements, qui peuvent les toucher comme ça. Et il y a une sensibilité aux nouvelles alarmantes. Mais en même temps, ils restent raisonnables. Ils restent aussi accessibles à la raison, disons. Tout ça comme ça. Il y a un autre cas, j'ai mis là, il y avait un projet, c'était en 2013, de faire, pas très loin de Macao, là, un grand centre nucléaire qui était, c'était pas un réacteur, il n'y avait pas de réacteur, mais c'était fabrication de purification de l'uranium, fabrication de combustible, etc. C'était énorme comme projet, 43 milliards de renminbi. C'était à la fois fait par CNNC et CGN, c'était un petit truc qui avait l'air superbement bien fait. Le 12 juillet, il y a ces gars-là avec caméra qui défilent. Le 13 juillet, le projet est annulé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part en France. Vous imaginez les agriculteurs qui protestent une journée, le lendemain on annule la loi. Impossible. Eh bien, voilà le rapport. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est une fabrication qui était utile à certains acteurs de ce projet que des gens protestent? Peut-être. Mais toujours est-il que ce soit vrai ou que ce soit fabriqué, ça n'empêche, l'opinion publique, on en tient compte. Il y a un troisième truc, on en a parlé, à Tianwan, c'est-à-dire pas très loin de l'endroit que tu as visité, où il y a la grande usine chimique, là, il y a déjà 4 réacteurs en activité, puis 2 en construction, c'est gigantesque, 6 réacteurs. Les gens sont habitués, ils sont là, ils vivent avec. Et il a été projeté, il y a même des pêcheurs qui sont là, tranquillement, à l'ombre des centrales, qui pêchent du bon poisson. Et puis, il a été projeté de créer une usine semblable à celle de La Hague en France, une usine de retraitement. Bon. Et là, tout d'un coup, tout le monde, ouais, elles sont 12 là-dessus, mais le 6 août 2016, les gens ont gueulé. Eh bien, c'est pareil, la semaine d'après, le projet était annulé, en quelques jours. Moi, je suis allé à Lianyungang, là,
Et j'ai été je suis pas seulement visité les trucs industriels, mais je suis allé me promener dans la ville et aller dans un petit restaurant, parler avec les gens, etc. Vous vous souvenez du 6 août 2016 ? Personne n'en avait la moindre idée. Ah ben non, vous pensez. Je dis, mais quand même, c'est ennuyeux d'avoir autant de trucs nucléaires et tout ça. Non, tout le monde m'a dit, non, c'est super. Donc, je ne sais pas. Qu'en est-il parmi les sondages ? En fait, il n'y en a pas de sondage en Chine, mais il y en a quand même quelques-uns. L'université de Xi'an m'avait donné ce résultat parmi les étudiants, étudiants et jeunes professeurs, là, jusqu'à 30 ans. Et en fait, ils trouvent des choses qui sont assez comparables à ce qu'on trouve dans d'autres pays. Hein. Mais ça, c'est un truc officiel de l'université de Xi'an. Et les gens ont donné leur opinion. Ouais, il y a des radiations. Oui, bien sûr. C'est bien parce que c'est de la technologie. J'en ai aucune idée. Plusieurs trucs. Et quand même, le truc majeur, c'est 83%. Ça résout la demande en énergie. Et en une relativement grosse proportion, ça réduit la pollution. On ne sait pas si ça inclut le CO2. Je crois qu'ils s'en fichent, en fait. Et voilà. Puis il y en a que 2% qui n'en veulent pas, et d'autres qui aimeraient mieux quand même du solaire et de l'éolien. Mais parmi les étudiants, les gens sont plutôt favorables. Voilà. Alors ça ne prouve pas la population, mais ça donne quand même une indication. Alors, qu'en est-il de la peur de l'accident ? C'est un truc rigolo parce que je vous ai montré qu'à partir de 2010, 2011, tout d'un coup, on s'est arrêté d'en démarrer, et puis d'en autoriser, et puis on s'est mis à se faire peur. Et c'est vrai que l'accident de Fukushima, il s'est fait, vous savez, c'est de l'eau qui a envahi le réacteur, et puis qui a arrêté le réacteur, en fait, parce que ce n'est pas tellement à cause du réacteur, ça aurait continué à marcher. Le problème, c'est que ça a arrêté l'accès à l'électricité, et ça a arrêté l'accès à des diesels de secours, comme il y a dans toutes les centrales nucléaires, comme dans tous les hôpitaux, il y avait des diesels de secours. Il aurait suffi que ces diesels de secours fussent mis sur le haut de la colline, et il ne se serait rien passé. Et ils avaient mis la centrale en bas de la colline pour économiser l'argent du pompage permanent qu'il fallait de l'eau de mer. C'est quand même stupide, hein. Pour économiser 20 mètres de pompage, ils ont fait un accident qui leur coûte des milliards. Mais même sans ça, il aurait suffi qu'ils mettent les diesels en haut, avec des fils électriques qui allaient jusqu'en bas, et il ne se serait rien passé à Fukushima. Mais peu importe, il y a ce problème d'inondation. Et les Chinois, moi je leur ai dit, mais Fukushima c'est sur la mer, pourquoi ça devrait vous inciter à ne pas construire de réacteurs nucléaires sur Terre, dans les terres, à l'intérieur des terres? Ils rigolent quand on leur dit ça, ils disent « Ah oui ». Je dis « Mais quand même, ici, un endroit où il n'y a pas de tsunami, c'est bien à l'intérieur des terres ». Mais en fait, il y a une mentalité chinoise par rapport au fleuve qui est très particulière et qui explique cette crainte d'une réplication de Fukushima dans un endroit où il n'y a ni tsunami, ni tremblement de terre, à la limite. C'est la puissance des fleuves. Il semblerait que dans la mythologie chinoise, le fleuve est menaçant, et les Chinois même tracent l'origine de leur gouvernement par la soi-disant dynastie des Xia, dont on n'a rien retrouvé, mais il y a un premier empereur Xia qui s'appelle Yu le Grand, et lui, il aurait été celui qui a résolu la question des inondations. En faisant deux choses, en permettant l'irrigation et en empêchant les inondations intempestives, il aurait gouverné et justifié le gouvernement central chinois. C'est très intéressant à savoir. Là, il est là, Monsieur Yu, là, l'empereur. Je l'ai remis là. Il y a, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez visité près de Chengdu, il y a cette espèce de système, un système d'irrigation qui a été inventé par ce monsieur, Li Bing, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui n'est pas un barrage. Au lieu d'être un barrage, là, il y a de l'eau qui est détournée, là, ici, dans ce système. L'eau a été détournée par la création de ces îles artificielles, là, et quand il y a trop d'eau ici, eh bien, elle s'en va et elle sert à irriguer. Puis quand il n'y en a pas assez, on ferme ici, et puis elle s'en va là. Voilà. Et ce système a permis d'éviter les inondations en aval de façon considérable.
Et ce Li Bing est considéré comme un héros, comme un sauveur de cette partie de la Chine en tout cas. Donc la mentalité chinoise, ce qui nous menace, c'est le dragon, que j'ai mis ici, là, le dieu du fleuve. On ne le voit pas très bien, mais il y a le dieu du fleuve qui chevauche son dragon. Ce qui nous menace, c'est ce dragon. On prétend que Li Bing lui-même avait arrêté les sacrifices humains qui étaient encore faits au fleuve pour satisfaire le dragon, et avec ses systèmes technologiques. Disons, sans rentrer dans le détail, avec un système technologique, il avait réussi à résoudre cette crainte. Mais cette crainte est restée quand même en Chine. Cette crainte, elle est aujourd'hui encore utilisée. Voilà, et je prends, là c'était une illustration, parce que j'avais commencé avec un tableau, je finis presque là avec un tableau. Il y a un... Vous ne connaissez pas ce peintre, mais vous connaissez sûrement ses peintures qui se trouvent à la Cité Interdite, et que tout le monde connaît. Et ce jeune homme, ce peintre Wang, a fait ça à 18 ans. Il est mort à 23 ans. C'est quasiment sa seule œuvre. Et il est connu, tous les Chinois ici le connaissent, tout le monde le connaît. Il a fait ces 1000 lits de rivières et de montagnes, c'est un grand rouleau, où tout est imaginaire, les montagnes sont bleues. Son professeur était un empereur, l'avant-dernier empereur Song, c'était son protégé, lui, M. Wang. Voilà. Il y a des personnalités individuelles en Chine, je mets ça dans l'histoire, mais qui, dans le nucléaire aussi, vont faire avancer des choses de façon vraiment innovante et personnelle. Donc ne pas croire qu'il y a ici, je dis ça exprès en contraste avec la tentation qui voudrait faire croire qu'il y a un espèce de système opaque. Il n'y a pas d'opacité. Il y a des individus qui sont actifs, et puis, comme ce qui est du système, il y a juste une perception partagée de ce que c'est que l'avenir. L'avenir, ce n'est pas comme dans les règles de l'OCDE, tout financement qui ne conduit pas à un retour complet sur investissement dans 7 ans n'est pas acceptable. Voilà les règles de l'OCDE dictées aux États. Vous ne pouvez pas, ça veut dire, vous ne pouvez pas garantir un prêt si le projet n'a pas sa rentabilité achevée à 7 ans. Ça, les règles de l'OCDE. Les Chinois s'en foutent, les Russes aussi. Ils ont 20 ans, 22 ans, mais c'est quand même du profit, 20 ans, 22 ans. Ils n'ont pas l'intention. On se demande, est-ce qu'ils sont capitalistes? Ils n'ont pas l'intention de faire des choses à perte. Comment dire, la cause, la racine, ce n'est pas la subvention. C'est un autre mode partagé, une autre façon de voir le temps et ce que c'est que le bénéfice. Un bénéfice à 22 ans, c'est bien. Alors maintenant, à part les individualités, il y a les masses quand même. Est-ce qu'on en a assez des masses? Ben non, on n'en a pas assez. En gros, j'ai mis là, je vais vite simplement, d'ici 2035, voilà ce qu'il nous faudrait, 60 000 ouvriers en plus, 20 000 ingénieurs en plus et 5 000 opérateurs en plus. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, les ouvriers, peut-être à la rigueur, mais les ingénieurs et les opérateurs, un opérateur, il faut qu'ils soient diplômés d'université, puis il faut qu'ils aient 5 ans d'entraînement avant de devenir opérateur. Donc, pas facile. Mais il y a des instituts, il y a des universités, et la Chine met ça en place. Alors là, on retrouve l'idée du système qui forme ces gens de façon compétente. Alors, un autre ennemi, j'ai mis ça, oui, elle n'est pas à sa place, celle-là, mais bon, c'est pas grave. Histoire de se faire peur encore, voilà, il y a peu de temps, enfin c'est 2021, mais ça a été 2022 aussi, ils ont dit, voilà, les Chinois, ils font ces réacteurs à neutrons rapides, qui leur permettra de dépasser les besoins en uranium, parce qu'ils veulent faire des bombes nucléaires. Je leur ai expliqué que ce n'était pas vrai, mais bon, voilà comment on conçoit en Occident. Il ne se passe pas une semaine que je ne trouve quelque chose en Chine que j'ignorais, mais au sens négatif. Voilà. Et donc, les Chinois disent, ces réacteurs en construction, qui sont des réacteurs à neutrons rapides, produisent 10% de plus de plutonium qu'ils n'en consomment. Donc c'est, ah bah oui, ils font ça pour récupérer les 10%. Mais c'est tout à fait idiot, puisque pour récupérer ces 10%, il faut les récupérer dans les 2 mois, dans les 3 mois. Arrêter le réacteur, retirer ces 10%, remettre le réacteur, c'est impossible. Ces réacteurs sont faits pour produire de l'électricité. Ça n'a aucun sens. Pourquoi dans les 3 mois? Parce que sinon, le plutonium que l'on a, il est pourri. Le plutonium 239 est pourri par du plutonium 240, par de l'américium 241. Il est pourri. On ne peut plus s'en servir pour faire une bombe. Voilà. Sinon, dernier chapitre, la place de la Chine dans les offres aux nouveaux pays nucléaires. Bah, ils sont pas au niveau de la Russie. Mais quand même, ils démarchent, y compris en Arabie Saoudite, là. Ils essaient de s'y mettre. Mais ils n'ont pas encore cette masse. Hein. Et
Ils savent pourquoi. Ah, ils vont là. Ça, c'est récent. Ça date d'avant-hier. D'hier. Même, ils ont fait un accord avec les Russes. Ça, c'est un accord commercial, mais pour définir ce qu'on va transporter avec les brise-glaces nucléaires. Parce qu'eux-mêmes veulent faire des brise-glaces nucléaires à propulsion nucléaire. Ils vont s'y mettre aussi. Donc, ils vont quand même dans plein de pays. Hein, là, ils vont dans ces pays-là. Et puis, ils vont même avec les Russes peut-être encore aller ailleurs. Il n'est pas impossible qu'ils aient des coopérations avec les Russes, d'ailleurs, pour faire des réacteurs nucléaires standards dans des pays tiers. Et voilà, là, c'est ma dernière slide, donc je vais sauter un peu vite. Je dis simplement les obstacles identifiés. Ils trouvent que c'est très intéressant. Il faudrait pouvoir en vendre à l'extérieur. Ils trouvent que ça pourrait être très rentable pour la Chine. C'est très simple, ils disent vendre un réacteur nucléaire, c'est plus rentable que de vendre 1 million de voitures. Donc, c'est l'argument économique des Chinois. Vendons des réacteurs plutôt que d'essayer de vendre des voitures. Mais ils reconnaissent qu'il n'y a pas suffisamment de coordination entre leurs ministères, qu'ils ne savent pas faire comme la Russie, qui, dans l'exemple de l'Inde, a vendu des avions de combat, des porte-avions, des sous-marins. Ils n'arrivent pas à faire ça. Ça les dépasse. Et la troisième chose qu'ils n'arrivent pas à faire, ah oui, ils n'ont pas signé aussi une convention de Vienne indispensable sur la responsabilité civile en cas où il y aurait un accident par un réacteur chinois à l'étranger. Qui est responsable de quoi? Bonjour. Et c'est pas clair. Donc, surtout si on n'a pas signé cette convention. Et puis, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est retraiter le combustible. S'ils allaient dans un pays tiers, au Bangladesh, je ne sais pas où, il faudrait ramener le combustible usé et le retraiter en Chine. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas résolu. Donc, ils ont à la fois une ambition et beaucoup de limites dans cette ambition. Voilà. Merci.